Bonjour à tous, Charles Astolfi, donc moi je suis côté ministère de la Santé et je m'occupe avec Patrick depuis le mois de novembre de tous les systèmes d'information qui sont en lien avec la vaccination contre le Covid. Bonjour à tous, Patrick Rivière, à la Direction générale de la santé, en copilotage, avec, Charles Pierre de ces systèmes d'information, vaccination contre la Covid et comme on va vous le montrer après, il y a effectivement, une organisation assez complexe avec différents intervenants, qui nécessite effectivement ce pilotage, centralisé. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Nathalie Renaud, je travaille à l'Agence du numérique en santé et aujourd'hui je vais vous parler en particulier de ProSanté Connect et de la ICPS qui sert pour assurer la sécurité de tout le système dont on va vous parler aujourd'hui. Merci Nathalie. Il y a de l'écho. Et donc rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel de ce qu'est l'Agence du numérique en santé. Donc comme vous le voyez à l'écran, on a 3 principales missions qui sont de créer les conditions du développement et de la régulation du numérique en santé, permettre aux professionnels et aux usagers de bénéficier de l'innovation et des mutations numériques, et enfin d'assister les pouvoirs publics dans la conduite de projets numériques d'intérêt national. Donc, je vais vous présenter une vue synthétique et générale de tous les systèmes d'information liés à la vaccination contre le Covid, puis on se retrouvera sur certains éléments. Donc, l'objectif général, c'est outiller de bout en bout la gestion de la vaccination dans le cadre de la crise du Covid. Donc, ça part des flux logistiques, traçabilité des vaccins, et puis évidemment traçabilité des vaccinations. Et loin en aval, on a le suivi des effets indésirables, dont je parlerai un tout petit peu, puisque c'est les process normaux de la NSM et des CRPV, et puis la mise en open data de données sur laquelle je m'attarderai un petit peu plus. Donc il y a vraiment bien ces deux aspects à avoir en tête, la partie gestion de la logistique et la partie gestion de la vaccination, et quelque part entre les deux, trouver la bonne adéquation entre l'offre et la demande. Donc, qui on retrouve comme utilisateur de nos systèmes d'information, qu'ils y accèdent pour voir nos informations ou qu'ils y accèdent pour en remplir. Au niveau national, les directions et les différentes institutions auxquelles on pense, régional aussi, et au niveau local, pas mal de professionnels de santé différents dans les établissements de santé pivots, les officines, les centres de vaccination, les EHPAD du SLD, les cabinets médicaux en ville, et je suis sûr qu'avec le temps passant, on va encore rajouter d'autres catégories, et ce qui permet de faire une première incise, qui est que d'où l'importance de ProSanté Connect, qui nous simplifie quand même grandement la vie. Et pour les cas où on ne l'a pas, pour certains services, on se dit qu'on aimerait bien l'avoir en général. Donc, je vous ai dit deux grands chantiers, la partie traçabilité du vaccin, donc logistique et traçabilité de la vaccination. Troisième chantier qui est le SI pilotage, donc ça c'est plus production de tableaux de bord internes et mise à disposition de données en open data. La partie logistique, c'est la partie classique, suivi des commandes, des expéditions, des stocks, remontée des besoins par les différents lieux de stockage du vaccin ou lieux où on utilise du vaccin. Donc ça peut être les plateformes logistiques, ça peut être les centres de vaccination, les PUI, les officines pour AstraZeneca en ville, par exemple, tout ce genre de choses. Donc là, il faut outiller tous ces acteurs-là. Sur la vaccination, c'est le ciblage, donc que les gens reçoivent l'information qu'ils sont éligibles à la vaccination et où est-ce qu'ils peuvent trouver leur offre de vaccination. La traçabilité de l'éligibilité, donc la consultation de pré-vaccination qui a beaucoup été réduite, et la traçabilité de la vaccination en elle-même, le suivi des effets indésirables, et puis incidemment aussi la gestion de la prise de rendez-vous. Donc, ça, c'est les grands chantiers. Je mets cette image plus pour vous faire peur qu'autre chose. Ça, c'est les différents outils qu'on a. Ils sont presque tous. Ces outils sont à peu près touchés par un professionnel de santé tous les jours ou presque. Et donc ça, c'est les différentes mises en production et montées en version. Donc vous voyez, ça, c'est le mois de janvier a été particulièrement chargé. Là, février-mars, on était sur des rythmes assez intenses, mais sur lesquels c'était plus des évolutions que des mises en production. Donc là, je vous mets aussi le schéma logistique avec Pfizer, Moderna,
AstraZeneca, où la remarque principale, je ne vais pas vous le détailler, mais c'est que vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses qui se croisent. Donc, c'est un schéma qui est quand même assez complexe. Et d'un point de vue logistique, c'est un joli casse-tête. Donc, je zoome juste sur deux outils qui sont à destination des PUI et des officines. Le premier, c'est Dispostock, donc lui est à l'usage des PUI, des pharmacies à usage interne. Donc, c'est là que c'est dans Dispostock que les PUI vont remplir leurs besoins en vaccins, en dispositifs médicaux accompagnant les vaccins, et doivent aussi déclarer leur stock de vaccins tous les soirs. Donc, nous, on a utilisé Dispostock parce que les PUI avaient déjà l'habitude d'utiliser Dispostock. Par contre, pour les officines, on a utilisé quelque chose qui s'appelle le portail de télédéclaration des officines, que les officines avaient déjà l'habitude d'utiliser aussi. Donc, c'est peu ou prou la même chose, sauf que les officines ne déclarent pas leur stock, mais elles vont déclarer leurs besoins en vaccins, que ce soit pour le flux A vers les EHPAD ou en AstraZeneca. Et donc, c'est à la fin, derrière, ça va dans le même SI, à peu près dans le même format que pour les PUI. Mais par contre, on a essayé le plus possible de s'attacher à utiliser des outils que les officines utilisent. Donc, pour info, les officines, elles ne sont pas connectées via ProSanté Connect. Enfin, aujourd'hui, on ne peut pas se connecter au portail via ProSanté Connect, mais c'est une évolution qui est prévue le plus rapidement possible. Au niveau de l'outillage, donc ça c'était la partie logistique. Au niveau de l'outillage de la vaccination, trois grands chantiers aussi. La première étape, c'est évidemment la prise de rendez-vous du point de vue du patient. Donc pour ça, on a pris un marché à l'UGAP où il y a quatre entreprises qui ont répondu au marché, qui sont Doctolib, Keldoc, Maya et Clickdoc. Et donc tous les centres de vaccination doivent choisir une entreprise parmi les quatre et s'équiper avec le service de prise de rendez-vous proposé par cette entreprise. Donc, c'est payé par l'État, donc c'est centralisé et les centres ensuite choisissent l'offre qu'ils souhaitent sur la base d'une expression de besoin qui est la même pour les quatre. Donc ça, c'est la prise de rendez-vous. Nous, on récupère au niveau du ministère des données agrégées, pas des données nominatives, mais des données agrégées sur le nombre de rendez-vous qui ont été pris, le nombre de rendez-vous qui sont ouverts, ce qui permet de faire du pilotage pour l'allocation. Ensuite, le cœur du réacteur, c'est le téléservice vaccin Covid, donc qui est développé par la CNAM, qui permet de faire la traçabilité de la vaccination. Donc en gros, qui a injecté qui, avec quoi, où, quand, et comment, un petit peu, bras gauche, bras droit, ce genre de choses. Ça permet aussi de générer le récapitulatif de la vaccination qui peut être donné au patient pour qu'il ait une trace de sa vaccination. Et à terme, ça permettrait aussi de générer un QR code ou un data matrix qui pourrait être importé pour faire une sorte de passeport vaccinal si on va dans ce sens-là. Et puis, dernier volet, la plateforme, le portail des signalements, PSIG, qui est le portail de déclaration des effets indésirables survenus suite à une vaccination. Donc ça, c'est vraiment le portail classique qui est déjà connu des professionnels de santé, qui est d'ailleurs aussi ouvert aux patients, mais qui est moins connu, évidemment. Le seul développement particulier qu'on a fait, enfin, on a fait deux développements particuliers dans le cadre des vaccins contre le Covid. Le premier, c'est qu'il y a un formulaire spécifique pour la vaccination Covid. Et le deuxième, c'est que si on clique sur déclarer un effet indésirable depuis vaccin Covid, donc au moment où on est en train de faire la traçabilité de la vaccination en tant que PS, on clique sur déclarer un effet indésirable, le formulaire est pré-rempli avec les informations qui sont à disposition de vaccin Covid, ce qui permet de gagner pas mal de temps. Donc, par exemple, le RPPS du professionnel de santé, le lieu d'injection, bras gauche, bras droit, le numéro de l'eau, ce genre d'informations. Et sinon, après, ce sont les procédures normales. Donc, je vous montre juste rapidement à quoi ressemble Vaccin Covid. Donc ça, c'est la page de saisie de la première injection de vaccin. Et vous voyez beaucoup de choses qui sont présélectionnées ou qui sont des menus déroulants, ou les deux. Donc le vaccin, le numéro de l'eau, la date de vaccination, l'heure, où est-ce qu'on injecte, bras gauche, bras droit, où est-ce qu'on injecte le lieu cette fois-ci, donc en EHPAD, en cabinet, chez le patient, et ainsi de suite. Et une fois donc ça prend à peu près 30 secondes à remplir, hein, puis une fois qu'on a validé, là on peut télécharger le récapitulatif qu'on peut donner au patient. Le portail des signalements, je vous montre aussi. Ça, c'est l'image qui fait peur puisqu'il y a plein de champs et donc on essaie d'en pré-remplir le plus possible.
Voilà pour la présentation générale des SI liés à la vaccination. Et je vous reparle après sur la partie Open Data, mais je crois que je reprends la parole entre-temps. Alors, je vais enchaîner pour faire un focus sur la prise de rendez-vous en ligne que Charles-Pierre a évoqué dans son intro. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre objectif, c'est de faciliter la prise de rendez-vous. En l'occurrence, quand l'on a décidé d'ouvrir des centres de vaccination dans toute la France. Et donc, on a demandé à ces centres de vaccination, donc proposés par les différentes agences régionales de santé et validés par les préfets, de s'équiper d'un outil de prise de rendez-vous en ligne pour compléter le dispositif de prise de rendez-vous par téléphone au niveau local ou au niveau national par un numéro vert que l'État a mis en place avec l'opérateur Téléperformance. Le numéro vert a été très utile, notamment au début, puisqu'on a, pour commencer, ciblé la population âgée. Évidemment, après la période initiale de vaccination en EHPAD qui était gérée directement par les EHPAD en termes de rendez-vous. Mais dès que l'on a ouvert en grand public, donc on a proposé donc les deux modes d'accès, soit la prise de rendez-vous en ligne, soit le numéro vert national. Sachant que les téléconseillers de Téléperformance qui opèrent ce numéro vert utilisent les mêmes outils que le grand public pour, donc, à savoir Doctolib, Keldoc, Maya et maintenant ClickDoc, pour trouver un rendez-vous et proposer un rendez-vous à la personne appelante. Donc, en termes de parcours numérique, on a donc fait le choix de partir de santé.fr, donc le site santé.fr qui référençait déjà les lieux de dépistage. Et on a donc ajouté donc une rubrique pour référencer l'ensemble des centres de vaccination. Et donc, c'est le visuel que vous avez sur la partie droite de l'écran. Vous avez la possibilité donc de directement accéder au service de prise de rendez-vous en ligne qui a été retenu pour le centre de vaccination que vous avez sélectionné. Et en termes de parcours, de prise de rendez-vous, c'est un parcours qui commence par un début en marque blanche. Et donc, on ne voit pas apparaître la marque Doctolib, Keldoc, Maya, ClickDoc. Et une fois qu'on a sélectionné un créneau et confirmé qu'on est bien dans le public éligible, là, à ce moment-là, on bascule dans l'environnement de l'éditeur pour s'identifier ou créer un compte, soit Doctolib, Keldoc, Maya ou ClickDoc. Donc aujourd'hui, vous retrouvez donc l'ensemble des centres de vaccination depuis donc, le lancement que l'on a fait mi-janvier. Et très prochainement, donc, on ajoutera les pharmacies, donc les officines de ville qui proposent la vaccination. Alors, comme l'a expliqué en intro Charles-Pierre, donc chaque centre de vaccination qui s'ouvre doit proposer un outil de service de prise de rendez-vous en ligne, ce qui permet non seulement donc, de faciliter la visibilité côté grand public et aussi la gestion des agendas et l'organisation des lignes de vaccination dans le centre. Sachant que les personnels qui sont à la manœuvre de ces centres de vaccination ont besoin d'outils pour s'aider. Il y a beaucoup de roulement de personnel. Donc, il y a eu un besoin très vite identifié d'accompagnement, de formation, de support, aussi bien en ligne par des webinaires ou du support téléphonique ou mail, donc qui est assuré par les éditeurs de prise de rendez-vous, qui ont des points de rendez-vous hebdomadaires, voire tous les jours pour certains centres, pour s'assurer de la bonne prise en main de l'outil et le bon pilotage la bonne gestion des agendas.
Alors, ce que vous retrouvez dans les… On regardera un petit peu après rapidement les quelques écrans. Les deux points essentiels qui ont fait l'objet d'une personnalisation de ces services de prise de rendez-vous par rapport à leur version standard, c'est la prise en compte des deux rendez-vous première et deuxième injection que l'on a demandé de chaîner, sauf quelques cas particuliers de centres de vaccination qui ne pouvaient pas s'organiser autrement que de juste demander un premier rendez-vous et une fois sur place avec le patient, caler le rendez-vous pour la deuxième injection. Mais sinon, donc la norme pour on va dire 95% des centres de vaccination, donc les deux rendez-vous, première et deuxième injection, sont chaînés. Et donc, vous avez l'obligation de prendre rendez-vous également pour la deuxième injection, X semaines plus tard, selon le vaccin. Et les consignes d'éligibilité donc sont rappelées dans le parcours donc, de prise de rendez-vous, sans pour autant être bloquant au niveau de cette prise de rendez-vous. C'est juste une information, une alerte qui est portée à la connaissance de la personne qui prend rendez-vous pour lui rappeler qu'il doit être dans tel et tel critère pour pouvoir se faire vacciner et que ce sera vérifié par le centre de vaccination le jour du rendez-vous. Une fonctionnalité qui a été mise en place assez récemment, c'est un monitoring de la capacité de rendez-vous comparé aux allocations de doses faites semaine par semaine. Donc, on s'est rendu compte que très vite, les plages de rendez-vous proposées étaient prises d'assaut. Et comme on est aujourd'hui en flux poussé de doses de vaccins, c'est-à-dire que les plans d'allocation de doses sont définis au niveau de l'État, puis au niveau régional, départemental, puis au niveau des centres, semaine par semaine. Et pour éviter qu'il y ait trop de rendez-vous pris par rapport à la capacité d'un centre à prendre des rendez-vous, on a mis en place des outils avec les éditeurs de prise de rendez-vous pour aider les centres à piloter au mieux l'ouverture, l'extension ou la réduction des plages de rendez-vous. Et le dernier point concerne donc la protection des données personnelles, RGPD. Donc les solutions donc, sont compatibles, sont conformes donc, au règlement RGPD. Donc l'État a établi un contrat de sous-traitance avec ces 4 éditeurs et qui garantit donc la protection des données personnelles. Et en plus de ce contrat de sous-traitance, chaque centre de vaccination qui utilise ces solutions de prise de rendez-vous a accepté et signé donc des conditions générales d'utilisation qui protègent les données personnelles. Voilà. Si je passe à la slide suivante, voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, tous les centres de vaccination ouverts au grand public proposent donc une prise de rendez-vous en ligne via un de ces 4 outils, sachant qu'aujourd'hui, seuls Doctolib, Keldoc et Maya sont opérationnels. ClickDoc est rentré dans la partie plus tardivement et est en train de se préparer normalement dans les prochaines semaines à ouvrir des premiers centres de vaccination, sachant que par ailleurs, ils équipent déjà des cabinets médicaux, mais qui ne font pas partie de ce marché. Donc, on a plus de 1500 centres de vaccination ouverts au grand public qui proposent donc une réservation en ligne. Et le tableau de bord que vous voyez à l'écran, DataVac, est un des tableaux de bord qui est utilisé par le ministère, les ARS et les préfectures pour suivre la campagne vaccinale, que ce soit les aspects logistiques ou vaccination, donc notamment la prise de rendez-vous dans les centres de vaccination. En termes d'organisation,
Les agences régionales de santé définissent le nombre de doses vaccins qui vont être livrées dans tel centre, et ça, cela semaine après semaine, en distinguant même première et deuxième injection, ce qui permettra au centre d'ajuster ses plages de rendez-vous. Cette allocation de doses se fait par campagne, en général de 4-5 semaines. Là, on vient de finir l'allocation de doses de vaccins pour le mois d'avril, et les ARS sont en train de préparer l'allocation de doses pour le mois de mai. Une fois que ce sera fait, les centres de vaccination pourront donc ouvrir des plages de rendez-vous ajustées par rapport aux doses qui leur sont allouées pour ces semaines à venir. Donc, sur ce tableau de bord, donc vous voyez l'évolution des rendez-vous pris semaine après semaine, dans le passé évidemment, et puis dans le futur, justement, une fois que les ARS ont donné leur feu vert au centre pour ouvrir des plages de rendez-vous. Alors, il faut savoir que une fois qu'une plage de rendez-vous est ouverte, elle peut se remplir en quelques heures. C'était le cas notamment pour des centres de vaccination éphémères le week-end dernier, où en quelques heures, la moitié de la capacité du week-end avait été remplie, et en 8 heures, tout le week-end avait été réservé, et là, on était 3 jours avant. Une fois que les plages de rendez-vous ont été ouvertes et rendues visibles au public, donc le grand public accède depuis santé.fr à ces plages de rendez-vous, en sélectionnant, évidemment, une fois qu'il sélectionne, il sélectionne le motif de consultation. Donc, le motif de consultation, c'est première ou deuxième injection, le type de vaccin, Pfizer, Moderna, par exemple, proposé en centre de vaccination. Et ensuite, elle a le choix entre différents créneaux. S'il s'agit d'un rendez-vous de première injection, là sur le visuel, c'est une deuxième injection. Mais si c'était une première injection, dans la foulée de la sélection du premier rendez-vous, il est demandé de sélectionner un créneau de rendez-vous pour la deuxième injection, qui est calculé par rapport au délai entre les deux injections pour le vaccin sélectionné dans le motif. Et une fois qu'on a sélectionné un créneau de rendez-vous, donc il est rappelé les consignes d'éligibilité qui sont mises à jour très régulièrement dès que ça évolue côté ministère. Donc là, sur la droite, vous avez l'infographie qui résume les conditions pour être éligible par tranche d'âge, si j'ai des problèmes de santé ou pas, et si je peux me faire vacciner en centre de vaccination ou en ville, sachant qu'aujourd'hui en ville, c'est AstraZeneca, et en centre de vaccination, c'est Pfizer ou Moderna. Et donc, sur ce visuel, sur la droite, donc Pfizer, Moderna, ça correspond à la vaccination en centre de vaccination. Donc, les éditeurs de prise de rendez-vous se calent sur ces consignes d'éligibilité pour mettre à jour les informations qui sont affichées dans le parcours de prise de rendez-vous avant de valider tout simplement le rendez-vous. Une fois que le rendez-vous est validé, le centre de vaccination peut suivre donc et ajuster ces plages de rendez-vous à venir, et éventuellement donc contacter le patient s'il avait besoin de modifier le rendez-vous ou l'annuler. Dernière information concernant l'opérateur Téléperformance qui gère la prise de rendez-vous par téléphone derrière le numéro vert national. Depuis le mois de mars, Téléperformance gère également une liste d'attente nationale
qui vient compléter les listes d'attente qui avaient été mises en place au niveau local, que ce soit par les centres de vaccination ou les mairies ou des centres d'appel départementaux. Et ce qui permet donc aux personnes appelantes de s'inscrire sur cette liste d'attente et charge aux téléconseillers de téléperformance de les rappeler plus tard quand des créneaux se libèrent dans tel ou tel centre de vaccination, et donc de rappeler la personne en accédant à ces créneaux et en prenant rendez-vous pour eux. Alors, pour la suite, je vais vous parler de l'authentification et donc de ProSanté Connect. Comme vous l'avez vu, le professionnel de santé il va pouvoir s'authentifier, accéder à un certain nombre de services dans lesquels il y a des données qui sont, on va appeler sensibles, il y a des données de patients, il y a des données qui sont importantes. Donc, on a besoin de savoir quel est ce professionnel, quelle est cette personne qui souhaite se connecter. Les différents services auxquels on pense aujourd'hui, donc ça va être ProTous Anti-Covid, qui a été le premier service Covid qui a été lancé au printemps dernier, SIDEP, qui permet de faire le dépistage, Vaccin Covid, qu'on vient de vous présenter, et toute une myriade d'autres services qui gravitent autour. Donc, ce qui est important, en fait, c'est cette flèche bleue. C'est ce qui se passe entre le moment où on a une personne qui se présente et le moment où le service décide s'il la laisse rentrer ou pas. Alors, comment on va gérer cette flèche? Eh bien, c'est là qu'on va proposer ProSanté Connect. Donc, ProSanté Connect, c'est le fournisseur d'identité de la santé. C'est un peu, si vous voulez, le France Connect du monde de la santé. Ça permet au service de réaliser son authentification. C'est un système qui est standard, qui se base sur quelque chose qu'on appelle OpenID et qui est basé derrière sur l'annuaire santé qui est aussi géré par l'ANS. Et ce système, il permet aux professionnels de s'authentifier soit avec sa carte CPX s'il en a une, soit avec sa ICPS. Donc on se retrouve avec un professionnel de santé qui se présente devant son service et qui va pouvoir être authentifié. Alors en termes d'usage, qu'est-ce que ça représente? Donc le camembert que vous voyez, c'est le pourcentage d'authentification qui passe par ProSanté Connect. Donc vous voyez que le gros de notre usage aujourd'hui, c'est vraiment tous ces services liés autour de la gestion du Covid. On a 52% des authentifications qui sont faites pour SIDEP et 44% qui sont faites pour Vaccin Covid. Sur le mois de février, on a fait 1,4 million d'authentifications. Donc ça vous donne une idée du volume d'authentification qui ont lieu sur ces services. D'ailleurs, si on regarde la progression de ces authentifications, vous voyez que c'est en constante augmentation. Alors, je vous parle des chiffres de février parce que ceux-là sont consolidés, mais sur mars, on va très probablement dépasser les 2 millions d'authentifications. Donc, c'est les histogrammes, les barres violettes et bleues, c'est le nombre d'authentifications. Et en jaune, ce que vous voyez, c'est le nombre de ICPS actives. Donc, sur février, on en avait à peu près 108 000. Et c'est pareil, c'est un chiffre qui est en constante augmentation. Et là, à la semaine dernière, de tête, on était à 120 000, quelque chose comme ça. Donc, c'est pareil, c'est quelque chose qui progresse toujours. Si on revient sur notre professionnel de santé, donc lui, ce qu'il veut, c'est accéder à un de ses services. Pour ça, il va avoir le choix. Soit il va utiliser sa carte, s'il en a une, soit il va utiliser sa ICPS. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a à peu près 45% des accès qui sont faits par la carte et à peu près 55% qui sont faits par la ICPS. Sachant que cette proportion évolue, on a de plus en plus de ICPS sur le terrain. Alors, les deux solutions ont des avantages. L'idée, c'est bien que le professionnel puisse utiliser l'un ou l'autre en fonction de ce qui est le plus pratique pour lui sur le moment. Donc, tout ce qui est carte, ça permet de ne pas changer ses habitudes. C'est très utilisé, par exemple, dans les cabinets des professionnels libéraux, parce qu'ils ont tout le matériel qui va bien. Pour eux, c'est la continuité de leur activité professionnelle normale. Donc, c'est vraiment adapté. La ICPS, elle a d'autres avantages. Ça permet d'accéder aux services en mobilité. C'est pratique pour des configurations comme les officines, dans lesquelles on sait que l'usage de la carte n'est pas forcément toujours adapté. Et ça permet surtout à des populations auxquelles on ne distribue pas de cartes traditionnellement, si je peux dire, d'accéder aussi à ces services.
Alors, comment je fais si je suis professionnelle pour avoir soit une carte, soit une ICPS? Et ça se passe en 2 étapes. La première, c'est d'être reconnu comme un professionnel de santé, c'est-à-dire d'être enregistré dans notre annuaire santé. Alors, je ne vais pas vous rentrer dans tous les détails, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. Sachez juste, en fonction du profil du professionnel, la procédure va être un petit peu différente. Donc, on distingue 3 grands cas. Soit je suis un professionnel qui a un ordre, donc typiquement les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes, les chirurgiens dentistes, les masseurs kinés et les pédicures podologues. Et dans ce cas-là, les choses se passeront par l'ordre. Soit je suis un professionnel de santé dont la profession est gérée par l'ARS. Dans ce cas-là, il y a beaucoup de choses qui vont passer par le biais de l'ARS. Soit je suis un professionnel qui est géré par ce qu'on appelle, nous, une autorité d'enregistrement locale, donc typiquement quelqu'un qui est employé dans l'établissement de santé. Si vous voulez plus d'informations sur ce genre de choses, je vous invite à aller sur le site de l'ANS, donc isanté.gouv.fr. Une fois que, en tant que professionnel de santé, je suis enregistré, je suis bien reconnu comme étant un professionnel de santé, je peux avoir un ou plusieurs moyens d'authentification. Donc, soit une carte, soit une ICPS. Là encore, les modalités varient en fonction du type de professionnel de santé. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui et vous retrouverez toute l'information qui vous intéresse sur isanté.gouv.fr. Alors, voilà ce que je voulais vous dire sur l'authentification aujourd'hui et je vous repasse la main. Merci beaucoup. Donc, moi, je vais finir en vous parlant des sujets d'open data. Donc, lié à tout ce qu'on vient de se dire, hein, on produit un certain nombre de données. Il y en a certaines qui sont du pilotage, qui sont utiles pour du pilotage interne, donc qui sont produites de façon subsidiaire, hein. Par exemple, le nombre de vaccinations, c'est une donnée qui est importante pour du pilotage, mais qui découle des données liées à la vaccination, des données nominatives. Il y a des données qu'on produit parce qu'on la veut spécifiquement, par exemple les données de stock. Et puis ensuite, il y a des données qu'on peut rendre publiques et d'autres non. En général, ce qu'on va rendre public, ça va être des données agrégées ou des données liées à la logistique. Et les données qu'on ne va pas rendre publiques, c'est évidemment les données nominatives ou qu'on considère comme pas assez agrégées pour ne pas pouvoir être déidentifiées et désanonymisées. Du coup, je vous montre les différents flux qu'on a. Je ne vais pas détailler ce schéma, mais donc à gauche, c'est les différents systèmes d'information qu'on utilise. À droite, ensuite j'avance, c'est les différents types de données qu'on reçoit, par où ça passe et à qui on les renvoie. Donc ça, c'est plutôt la sphère interne à l'État, sachant que ensuite la Santé publique France et la DREES republient ces données en open data. Donc les données en open data, je vais peut-être vous commencer par montrer 2 visualisations. La première, c'est le tableau de bord du ministère de la Santé. Donc si vous ne connaissez pas, je mettrai le lien dans le chat. Donc c'est un tableau de bord qui reprend les grandes données de la campagne de vaccination avec des nombres d'injections, proportion de la population vaccinée, des données sur les stocks et sur la logistique de la vaccination. Le tableau de bord du gouvernement qui contient un petit peu moins d'informations sur la vaccination, puisque là, vous voyez que c'est le tableau de bord général sur le Covid avec un onglet suivi de la vaccination et un onglet logistique qui contient principalement les stocks de vaccins en fonction des différentes régions. Ça, c'est sur gouvernement.fr. Donc, c'est les mêmes données sous-jacentes. On retrouve à peu près les mêmes chiffres, sauf qu'on est dans un niveau de détail un petit peu moins élevé, puisqu'on regarde un peu plus large sur la crise Covid. Si vous voulez rentrer dans les données en elles-mêmes, ça se passe sur data.gouv.fr avec la règle qu'on s'est fixée, c'est que normalement, vous ne trouverez pas de données publiques qui n'est pas sur data.gouv.fr. Donc, normalement, tout est là-dessus si vous en avez besoin. Donc, sur data.gouv.fr, les données qu'on retrouve, c'est quoi? C'est les données liées à la vaccination, donc le nombre de personnes vaccinées, déclinées selon tout un tas d'axes d'analyse, la catégorie d'âge, les tranches d'âge, lieu de résidence, lieu de vaccination, sexe, je pense, puis il va y avoir quelques autres critères aussi.
les données sur la prise de rendez-vous dans les centres de vaccination, les données sur les stocks de vaccins, les données sur les livraisons de vaccins, et puis il y a aussi en open data les lieux de vaccination, enfin, la liste des centres de vaccination. Donc, qui est un jeu de données qui bouge peut-être un petit peu moins vite. Toutes les données que vous voyez là dont je vous parle, pour les données qui concernent des personnes, donc la vaccination et les rendez-vous pris sont des données évidemment qui sont agrégées à une maille qui peut être départementale pour la vaccination et au niveau du centre pour les centres. Et ensuite, pour les stocks et les livraisons, il n'y a pas trop de questions à se poser. Il n'y a pas vraiment de données nominatives là-dedans. Donc, je voulais juste vous montrer, donc ça c'est la page sur les données relatives au stock, et je vous montre aussi la page sur les données relatives aux personnes vaccinées. Je vais vous faire la lecture du texte, mais c'est pour vous dire qu'en plus des données, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur comment sont gérés les stocks, qu'est-ce que c'est que le fameux flux A, le flux B, ce genre de choses, je vous invite à aller lire la description de ces données. C'est pas tant pour lire la description des données que pour le contexte que ça donne. Ça permet de très bien expliquer la logistique du vaccin, et il y a pas mal d'informations sur la réalité de la campagne de vaccination qui sont dans la description de ces données, puisque pour pouvoir les interpréter correctement, ces données, il faut décrire correctement le contexte dans lequel elles sont récoltées et elles doivent être analysées. Donc, vous trouverez probablement des choses intéressantes, même si vous ne comptez pas les exploiter. Et pareil sur la vaccination, il y a des choses intéressantes, un peu de culture générale, disons, d'information générale sur la vaccination que vous retrouverez aussi là-dedans. Même si vous n'avez pas spécialement d'intérêt à télécharger le fichier CSV et ensuite à regarder combien il y a eu de vaccinations avant-hier dans la Meuse. Voilà pour l'open data. Je dirais aussi qu'on voit qu'on a quand même beaucoup de réutilisation, hein. Les données de vaccination sont mises à jour tous les jours, et les données relatives à la logistique, donc les stocks, les livraisons de vaccins, sont mises à jour toutes les semaines. Les réutilisations principales qu'on voit, c'est par des journalistes. Donc, en général, quand vous voyez par exemple Le Monde ou Le Parisien qui fait des infographies, c'est sur la base des données de data.gouv.fr. Par des citoyens engagés. Donc ça, c'est par exemple Météo Covid ou Covid Tracker qui utilisent les données de data.gouv.fr. Et quand on a une donnée qui est un petit peu incohérente, qui est difficilement interprétable, qui est nouvelle, qui est tout simplement fausse, en général, on en entend parler très très vite. Donc c'est des données sur lesquelles on fait très attention parce qu'on sait qu'elles sont beaucoup regardées. Et c'est tant mieux pour nous. On a beaucoup de chance avec ça. Voilà sur la partie Open Data. Je vais m'en tenir là. Voilà, bah écoutez, merci à tous et puis on se retrouve très vite pour de prochains webinaires. Merci. Merci à tous, au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.